Salam alaikum Mazoul, bonsoir. L'instruction attribuée au président Bouteflika de mettre fin purement et simplement aux mesures prises par le Premier ministre et relatives à l'ouverture du capital d'entreprises publiques économiques aux patrons algériens, aux privés algériens, a surpris les observateurs les plus avertis, les mieux informés. Et personne, peut-être même pas dans les cercles les plus proches du cœur du pouvoir, ne sait ni ce qui s'est passé, ni qui a vraiment pris cette incroyable, cette stupéfiante, cette abracadabrante décision, même si on en a une petite idée tout de même. Hormis ceux qui sont dans le sein des saints et les puissances étrangères qui ont accès à la cabine de pilotage, personne ne trouve le moindre fil conducteur pour essayer de remonter un tantinet vers un semblant d'explication. On ne sait même pas qui a pris une telle décision, enfin, ni dans quel véritable but, enfin. Mais il est cependant possible d'imaginer les circonstances dans lesquelles une telle météorite est tombée, à la condition néanmoins de ne pas avoir peur des mots, à la condition néanmoins de replacer cette affaire dans un contexte général et à la condition néanmoins de se cadrer dans une démarche quasiment psychanalytique. Oui, psychanalytique. J'allais presque dire psychiatrique, puisque cette affaire et d'autres qui l'ont précédée, et elles sont nombreuses, semblent n'obéir à aucune règle, aucune logique, aucune retenue, si ce n'est celle d'une démarche réellement hystérique. Et le mot est lâché. Hystérique. De cette hystérie stridente, mais à ultrasons, qui distingue ces personnes secrètes qui ne peuvent évoluer qu'à l'ombre des faux-semblants, derrière des façades qui sont si effacées, tellement discrètes, mais qui n'en sont pas moins englobantes, possessives, maladivement ombrageuses des prérogatives qu'elles ont réussi à accaparer et qui surréagissent à la moindre contrariété, au moindre écart de ceux à qui ils ont confié le soin d'être leur voix et leurs avatars. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ne désignent à ces missions que les plus soumis, les plus frustes, les plus voraces, les plus hâbleurs, les moins dignes et souvent les plus crétins. Oui, ce n'est pas pour rien que l'hystérique en chef s'est entouré des Sellal, des Roul, des Abbas, des Haddad, des Sidi Saïd et tant de tubes digestifs aussi insatiables qui sont décérébrés. Et l'explication de l'hystérie chronique, de cette hystérie chronique, s'explique aussi par le jusqu'au-boutisme suicidaire du sujet, qui ne craint pas de prendre des décisions réellement kamikazes, susceptibles de l'entraîner lui-même et tout le pays avec lui dans la plus tragique tourmente qui soit. Et c'est parce que ces attitudes relèvent de l'hystérie pathologique qu'elles fascinent et sidèrent tous les acteurs, toute l'opinion publique et même les partenaires étrangers, au point où l'on est tenté de croire que l'hystérie se transmet comme une méchante grippe, au point où elle parvient à imprégner toute une société, à lui faire admettre comme tout à fait normal les plus outrancières extrémités. Oui, l'hystérie se transmet un peu comme ces hadrat fiévreuses qui font entrer les danseurs en transe. Oui, c'est une épidémie d'hystérie. Sinon, qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre comme tout à fait normal de faire rempiler à un quatrième mandat un président incapable de réciter la table de multiplication de 2 et même de 1. Et encore plus osé, encore plus audacieux,
d'envisager de le reconduire à un 5e mandat, alors qu'il ne s'est pas adressé à la nation depuis plus de 4 ans et qu'il n'a même pas assisté à sa propre campagne électorale, la dernière. Qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre qu'une demi-centaine de chaînes de télé de droit étranger peuvent activer et diffuser dans le pays, dans l'illégalité la plus totale, que toute la presse soit muselée, que le principal syndicat du pays soit infesté d'affairistes qui feraient avec les requins d'un patronat comprador, que la quasi-totalité des partis politiques de l'opposition, Zama, se bousculent au râtelier, que les charges de députés s'achètent aux enchères publiques, que les juges disposent de courtiers pour leur rabattre la clientèle, que des pseudo-hauts commis de l'État sont publiquement accusés de malversation, puis publiquement lavés par la même justice, que l'université ne se distingue plus que par le plagiat et par la cooptation, que des oligarques soient créés en quelques mois pour passer du stade du petit bégard à celui du milliardaire en dollars, étant de situations du genre qui n'étonnent plus personne. Qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre que l'hystérique en chef aille manifester contre une chaîne de télé à sa dévotion, à lui, dans une capitale où il est interdit de manifester. Qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre qu'un ministre puisse être nommé pour quelques heures seulement, puis limogé sans aucune explication, puis renommé quelques mois plus tard pour être encore limogé 2 heures après. Et qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre qu'un Premier ministre puisse être nommé, poussé à sévir contre un oligarque, puis démis après 2 mois seulement d'exercice pour avoir obéi aux ordres et sévi contre le même oligarque. Qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre, comme tout à fait normal, d'actionner une faramineuse, incroyable, hallucinante planche à billets, affirmer que l'État n'a même pas de quoi payer les fonctionnaires et les élus, puis de venir affirmer du haut de ces tribunes que c'est la main étrangère qui invente la crise économique. Qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre que le même chef d'État qui a déclaré publiquement, quand il pouvait parler, que lui vivant jamais Tamazight ne serait langue officielle, apprend, si tant est qu'il a appris, qu'il a décidé, à son insu et à son corps défendant, d'en faire une langue officielle. Qui d'autre qu'un aréopage et une multitude hystérique à l'unisson peuvent admettre et faire admettre que le grand invalide qui a été reconduit à un 4e mandat est celui qui prend toutes les décisions, alors que pas une seule personne, pas une, en Algérie et dans le monde entier, n'ignore qu'il ne décide de rien, qui n'a même pas 30 minutes de lucidité relative par jour, qui ne reconnaît même pas ses proches et qu'il est dans la plus totale incapacité de gérer ne serait-ce qu'une table de khan. Et ce ne sont là que quelques-unes des désormais innombrables sorties de ce régime, toutes plus hallucinantes les unes que les autres, et qui ont fini, à force d'occuper l'espace, par se banaliser dans l'esprit de tout le monde. Trop de scandales tuent l'indignation pour le scandale. Le trop-plein d'hystérie systémique s'est répandu à l'ensemble de la société, et là, si profondément pénétrée, infectée, qu'elle s'en est imprégnée, au point où la norme s'est inversée, où le bon sens, le sens de la mesure, la pondération, la pudeur semblent autant d'excentricité. Mais cette hystérie et l'effet ravageur qu'elle a induit, qu'elle a produit dans la perception de la population de sa propre échelle des valeurs, n'a pu annihiler ainsi sa réactivité, la réactivité de la société, que parce que la corruption a été profondément inséminée dans tout le corps social, depuis le parkingaire
jusqu'au général, en passant par l'élu, le juge, l'imam. C'est une hystérie collective qui a payé cher, très cher, le droit de s'exprimer ouvertement, depuis les clowns politiques, Haïcha les clowns, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Oui, l'hystérie a payé très cher son droit de citer. 250 millions de morts et 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui. France Info, Algérie, le Premier ministre Ahmed Ouyahia sur la sellette, par Pierre Magnan. Al-Watan, Jamel Ould Abbès renforce le marquage d'Ahmed Ouyahia, par Majid Mekedi. TSA, privatisation, le rappel à l'ordre de Bouteflika, par Faisal Metawi. Avec nous pour en parler, et le titre de l'émission est « Qui a voulu humilier Ouyahia ?» Hassan Hairiche, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ali Benouari, au téléphone, ex-ministre, président de Nida Al-Watan. Farhat Ait Ali, expert financier. Les deux sont donc avec nous au téléphone. Hassan Hairiche. Donc le président Bouteflika, on nous dit qu'il a annulé. On nous dit qu'il a annulé la dynamique dans laquelle s'est engagé Ouyahia pour ouvrir le capital des entreprises publiques au privé. Et dans cette dynamique, il était accompagné, encadré de deux personnages. Ali Haddad, qui représente le côté patronat, et un certain patronat du moins, et de l'autre côté, Sidi Saïd, qui représenterait le syndicat le plus puissant du pays, le syndicat des travailleurs, s'il vous plaît. Alors, Hassan Hairiche, nous ne pouvons pas imaginer une seconde que Ouyahia se soit engagé dans une telle affaire sans en avoir reçu le feu vert. C'est proprement inimaginable. Alors, à votre avis, il a été piégé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs que nous parlons de l'Algérie. L'Algérie est un des rares pays, peut-être 3 ou 4, maximum 5 pays, qui soient restés démocratie populaire. On se souvient de l'ancien système soviétique où on avait comme ça un certain nombre de pays de démocratie populaire. Et puis, d'un seul coup, effondrement, il nous reste la Corée du Nord, l'Ouzbékistan, l'Algérie, je ne sais pas encore s'il y a un autre, ou un quatrième ou cinquième pays. C'est un hasard qu'on dise République algérienne, démocratique et populaire. On dirait que nous portons, nous, un complexe tellement qu'on n'y croit pas nous-mêmes, on est obligé de faire des pléonasmes. Oui, mais ça fait partie de l'appellation de l'ancien système soviétique. L'Algérie était un satellite via l'Égypte du système soviétique. Et on a vu comment toute la phraséologie socialiste des années 60-70 a conduit justement l'Algérie, comme les pays de l'Est, à l'échec, à la ruine, à l'effondrement. Et un certain nombre de pays se sont libérés du joug soviétique et ils ont même rejoint l'Europe. Et ils font partie aujourd'hui des 28, donc des pays européens. Et d'autres n'ont pas compris la leçon, tels que le Venezuela, tels que l'Algérie, et d'autres pays encore, et qu'on compte que sur les doigts d'une main. Donc, à partir du moment où on sait que le système de république démocratique et populaire, c'est précisément, c'est parce qu'il n'y a pas de république, ou si on a une, c'est une république bananière, comme on dit, qu'on pourrait transposer chez nous en république couscoussière. Démocratique, il n'y a absolument rien de démocratique, puisque, souvenons-nous, on nous présentait un candidat unique dans tous ces pays-là, et puis il fallait voter et applaudir. À 99,99. Et on avait le score brejnevien, effectivement, qui avoisine les 100%. Donc, république démocratique et populaire, il n'y a absolument rien de populaire, dans la mesure où on sait que ce sont des pays où les frontières peut-être ont été libérées, mais les sociétés ont été assujetties. C'est-à-dire que les peuples ont été écrasés
les peuples ont été marginalisés, les peuples ne comptaient rien pour eux. Il était chargé d'applaudir ceux qui sont au sommet et donc les gens du système. Et donc dans cette configuration-là, effectivement, on assiste à des décisions improvisées, à des, des politiques de gestion à la petite semaine. On ne sait pas ce que c'est que la stratégie, on ne sait pas ce que c'est que le moyen et le long terme. Rappelons-nous, dans les années 70, comment Qaïd Ahmed disait pour le premier plan quadriennal, et qu'il disait fièrement, nous allons le réaliser, même s'il doit durer 10 ans. Voilà, plan quadriennal. Voilà. Donc, ce qui veut dire effectivement blocage, freinage, bureaucratie, changement de direction, etc. Un des problèmes, Jamal Din, aujourd'hui de l'Algérie, et moi, personnellement, qui travaille comme consultant pour des entreprises occidentales, un des problèmes que rencontrent les investisseurs occidentaux pour l'Algérie, qui est un grand marché, eh ben, c'est que les règles changent en cours de jeu. Les règles de jeu changent en cours de jeu. C'est-à-dire qu'il y a une configuration juridique pour les affaires. Donc ça peut attirer effectivement un certain nombre d'investissements. Et hop, au moment où ils s'apprêtent à investir, où ils élaborent une stratégie d'accaparement d'une part de marché dans notre pays, eh bien hop, les règles de jeu changent. Moi je dirais, là on va faire tous les deux un peu de psychanalyse, pas de comptoir, mais de plateau. Mais je dirais, moi, plutôt que c'est un système schizophrénique. Un système schizophrénique à double personnalité. Dans la mesure, effectivement, où la schizophrénie, c'est une dissociation de la personnalité qui va se manifester essentiellement par la perte de contact avec le réel. Cette perte de contact avec le réel va s'accompagner d'un ralentissement de l'activité, d'une inertie, d'un repli sur soi, d'une mégalomanie incontrôlée, d'un déficit spécifique de l'ordre pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la réalité au fur et à mesure, mais on fait les choses dans les bureaux ou dans les coulisses des institutions et effectivement, on est en déphasage. Vous voulez dire à travers cette démonstration que Yahya, comme le reste, comme les autres, était dans l'improvisation, que ce n'était pas calculé, qu'on ne l'a pas piégé, qu'on ne lui a pas donné un feu vert pour y aller, que finalement, même le président lui-même aurait improvisé, ou celui qui parle pour lui? Non. La gestion à la petite semaine, Jamal Din, justement, appelle ces magouilles-là, ce genre de magouilles, appelle les méthodes justement, où on utilise les petits pièges, où on donne le feu vert, puis on l'enlève. On l'a vu, vous l'avez dit si brillamment dans l'introduction, ça s'est passé avec Tebboune, ça s'est passé auparavant avec d'autres, ça s'est passé, on disait la dernière fois, avec Mohamed Boudiaf. On la ramène comme président du HCE et puis on l'élimine. C'est tout ça, ça fait partie de ce système de gestion des affaires publiques, à savoir qu'effectivement, on décide une chose, puis les rapports de force font que, à un moment donné... On change de cap sans problème, voilà. Sans... Absolument. Restez avec parce que, contrairement au discours officiel, l'État algérien n'a pas l'intérêt général dans son programme. Très bien. Alors, Ali Benouari, vous êtes avec nous. Alors, que vous inspire cette histoire de M. Bouteflika, président de la République, qui aurait donc rappelé à l'ordre Yahya pour lui dire que cette histoire d'ouverture des capitaux au privé relève de l'autorité du président lui-même? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur Hiresh,
et à tous nos amis téléspectateurs. Oui, mais j'ai bien entendu, écoutez, M. Hiresh, cacophonie, schizophrénie. Les termes sont justes, mais pourquoi tout ça? M. Hiresh a parlé de chute de la dernière période de l'Union soviétique avec la déliquescence des compositions. On vient à peu près à la même chose. Je rappelle que ce régime, après presque 20 ans, est marqué par un saut, par une particularité. C'est la crise, c'est les échecs répétés, contrairement aux promesses qu'il a faites au début du règne, c'est l'échec total. Donc après 20 ans, 1000 milliards de dollars, vous l'avez bien rappelé si jamais, la crise, chômage, inflation, qui ne font qu'on enchaîne. Et puis nous sommes à un an de la succession. Donc nous sommes en train de vivre une crise économique, mais une crise de légitimité. Légitimité non seulement parce que le régime est illégitime, mais parce qu'aucun des enfants, aucun des hommes politiques qui sont censés servir le régime ne sont légitimes par rapport à Bouteflika lui-même. Nous sommes en train de vivre également une décomposition des institutions qui ont été conçues pour servir un homme qui est Bouteflika et qui sont inadaptées à servir d'autres hommes aujourd'hui. Parce que l'éclipse du président crée un désarroi, et ce que c'est appelle schizophrénie. Il crée une confusion autour de qui doit porter quel projet et pour servir quel candidat. Et ben, on ne sait pas. Comme on ne sait pas quel candidat, on ne sait pas quel projet, parce que le projet depuis 20 ans a échoué, 18 ans. Ceux qui ont porté ce projet ont échoué. Maintenant, vous me direz, oui, d'accord, ils ont échoué, mais il y a toujours Bouyahiya qui est là. Il y a eu Sellal, Belkhadem, Sellal, Tebboune, et puis Bouyahiya de nouveau, avec une permanence, une résilience de ce personnage, Bouyahiya. Pourquoi? Puisque votre question, elle est claire. Pourquoi Bouyahiya est-il désavoué quelques mois après avoir été nommé pour remplacer Tebboune, qui lui-même a été désavoué? J'ai essayé de vous expliquer pourquoi cette décision ou ces décisions contradictoires. D'abord, le rappel de Bouyahiya, pourquoi? Alors qu'il a échoué et déclaré à plusieurs reprises « j'ai échoué ». On rappelle quand même. Et puis on rappelle pour aujourd'hui le désavouer sur une question qui semble avoir été décidée officiellement, la privatisation est décidée officiellement depuis 2016. Et puis Ali Benouari, je me permets de vous interrompre. Pourquoi à la limite, ne pas l'avoir désavoué d'une façon un peu moins humiliante? Pourquoi ne pas lui avoir fait savoir qu'il devait revoir sa copie, lui laisser la latitude de déclarer qu'il avait décidé d'observer une petite période de réflexion? Pourquoi l'avoir humilié comme ça, de cette façon, par fuitage, et en donner l'information à un journal qui l'a fait paraître, qui n'est même pas passé par l'agence de presse officielle d'ailleurs? Parce que le régime, à mon avis, le régime est déstabilisé. Il y a un désarroi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a une confusion totale, je vous dis, autour de qui doit porter quel projet pour servir quel candidat. Et quand ils croient avoir trouvé quelqu'un, ils s'aperçoivent très vite que non, ça ne peut pas être lui parce qu'il a échoué, ça va être lui parce qu'il a des ambitions, peut-être qu'il voudra remplacer Bouteflika, et du coup, il y a un rassemblement contre lui pour dire attention, danger. Et il ramènerait Sellal, Belkhadem, quel que soit le Premier ministre qu'ils peuvent nommer aujourd'hui, quitte à le choisir parmi les anciens qui ont échoué, tous se verront désavoués de la même manière au bout de quelques mois pour les mêmes raisons que je vous ai indiquées. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose de particulier à propos de Yahya, parce que lui est un singulier personnage. Et pourquoi il suscite des décisions aussi contradictoires et une polémique aussi grande? Parce que Yahya, je me suis amusé à recenser ses qualités, entre guillemets. Donc, j'en ai trouvé 11. 11 qui font de lui l'égal de Bouteflika.
Seul Bouteflika possède ces 11 qualités. Bouteflika, quand vous dites seul Bouteflika, vous parlez de Abdelaziz Bouteflika? Abdelaziz Bouteflika et son avatar, son frère. Ça veut dire, vous voulez Ces dire 11 c'est qualités, Saïd Bouteflika à travers, Oui, bien à sûr. travers son avatar. Bien sûr. D'accord. Ces 11 qualités méritent d'être citées. Parce que tout le monde ne les possède pas. C'est pour ça qu'Ouihia fait peur à tous les successeurs potentiels putatifs de Bouteflika. Parce qu'ils ont découvert chez l'animal, ils ont découvert des qualités qui sont spécifiques à Bouteflika. Et ils savent, eux, qu'ils peuvent le porter loin. Voulez-vous que je les cite? Oui. Qu'on les soumette Oui. au jugement des téléspectateurs? Premièrement, la fourberie. Khadda. Deuxièmement, la courtisanerie. Courtisanerie chiite. La troisième, c'est l'appât du gain, tamma. Quatrième, mépris du faible et du pauvre. Yahgar li min tahtou, yahgar al-da'if ou al-faqir. Cinquième qualité, la haine de celui qui sait plus que lui. Sixièmement, l'absence totale de fierté. Vous n'êtes pas tendre, les Benouari. Oui, je laisse les Algériens juger. Septièmement, le sens de l'intrigue. C'est-à-dire, Huitièmement, l'absence totale de scrupules, pas de morale. Il n'a pas une morale il y a des akhlaq qui peuvent le travailler et qui peuvent servir de guide. Neuvièmement, il a une très grande capacité, quand il est dans l'adversité, à faire profil bas et à se taire. C'est une qualité, si Jamel. C'est pas là, c'est une qualité. Là, c'est une vraie qualité par rapport aux précédentes que vous avez citées. Oui. Dixièmement, il a une capacité de travail élevée. L'animal n'est pas un fainéant. Et là, c'est une autre qualité que vous lui reconnaissez. C'est une autre qualité. Vous voyez, j'essaie d'être objectif. Et enfin, il y a aussi une qualité, une bonne connaissance des cadres et des rouages de l'État. De l'État ou du régime? Du régime, de l'administration, je veux dire. D'accord. Alors, toutes ces qualités ne sont pas mises au service du peuple ou du pays. Elles sont mises au service d'une ambition personnelle, quitte à ruiner l'État. Le problème, il est là. Et en cela, il recèle la Bouteflika, Abdelaziz. L'intrigue, l'activisme souterrain, la fourberie, le hogra, tout ça, Sellel est un enfant de cœur. Personne ne lui arrive à la cheville. Et restez avec nous, Ali Benouari, restez avec nous, je reviens. C'est pour ça qu'on a peur de lui. Je reviens à vous dans un moment. Farhat Ait Ali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Farhat. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de ce bref rappel à l'ordre, de ce brutal, plutôt, rappel à l'ordre à un Ouihia dont on devine qu'il n'a pas pu se lancer dans une telle initiative sans y être autorisé, par le même qu'il a rappelé, certainement. Disons que pour remettre les choses à l'ordre et recadrer le dossier, avant la fameuse charte, qui pour moi est un non-événement, parce que je n'ai jamais estimé qu'une charte entre plusieurs parties pouvait faire office de texte légal. Et je l'ai dit à la télévision officielle. Il existait déjà des textes qui permettaient d'arriver au même résultat et qui sont inscrits dans le corpus juridique de l'État. Donc l'article 62 de la loi de finances pour 2016 prévoyait justement la possibilité d'accessibilité de parties privées locales à 66% dans les entreprises publiques et à 51%, 49% plutôt, pour les étrangers, dans les mêmes entreprises. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'après 18 mois du passage de cet article sans susciter pratiquement aucune controverse, une partie du pouvoir représenté par le Premier ministre actuel a décidé de donner à tout ça un caractère, je ne dirais pas officiel, parce que juridiquement le texte ne vaut rien.
mais un caractère pratique qui avait éventuellement des projections bien précises, sur des entreprises bien précises. Donc, ils ont dû avoir un feu vert pour certaines entreprises et pour tout le processus, mais apparemment, ils ont procédé par élimination de certaines entreprises et aussi de certains acquéreurs. Parce que juste après, il y a eu une réunion du Conseil de participation de l'État qui a pour but de définir quelles étaient les entreprises qui, c'est ce qui a dû citer au niveau de la présidence, lire ou les réserves de partis qui ne sentaient pas que le processus était à leur profit ou dans le sens de leurs orientations. Maintenant, pour ce qui est des réserves du président ou de la présidence, je trouve que cette vision des choses ne prend pas en charge la réputation déjà ternie de l'Algérie au plan économique et ne prend pas du tout en charge le caractère sérieux d'un État qui a une vision économique claire. On ne laisse pas les gens se lancer dans des aventures qu'on sait au départ comme étant dangereuses pendant un mois pour les rattraper ou les ramener à l'ordre d'une manière, je dirais, aussi peu cavalière. Nous ne sommes pas sur une île déserte. Dans cette planète, nous vivons avec d'autres nations qui, elles, ont des relations économiques avec nous, dont nous aurons besoin un jour ou l'autre et qui ont besoin de nous présentement. Et ce genre de débat stérile et de coups de jarnac politique est d'un très très mauvais effet sur le plan économique et sur le plan de la crédibilité économique de l'État algérien. Mais Farhat Taïtali, est-ce que ce coup de jarnac, comme vous dites, n'était pas destiné à faire d'une pierre deux coups? D'abord, éliminer, neutraliser Ouiahia, dont on dit qu'il commence à avoir certaines ambitions et qu'il serait un peu dans la visée d'une certaine puissance étrangère qui serait venue l'assister, le soutenir. Et de l'autre côté, faire un peu l'apologie de ce président dont on dit qu'il prend des décisions. Il a officialisé Tamazirt, il a institutionnalisé Yennayer, il a humilié Ouiahia, que tout le monde déteste cordialement, et ça fait plaisir un peu à tout le monde. Est-ce que ça n'a pas été d'une pierre deux coups? Soyons sérieux, Ahmadou Yahya, il est pas été nommé par ce président, et jusqu'à preuve du contraire, il est comme Premier ministre. Farhat Taïtali, si vous parlez depuis un portable, essayez de ne pas trop bouger parce qu'il y a des coupures. Est-ce que vous pouvez recommencer dès le début ce que vous disiez, s'il vous plaît? Je vous dis qu'on ne peut pas dire que le président veut recadrer le Premier ministre à partir du moment que c'est lui qui l'a nommé Premier ministre. Maintenant, si c'est vraiment la logique qui prévaut au sein des plus hauts sommets de l'État algérien, qui consiste à humilier quelqu'un qu'on a nommé comme pratiquement numéro 2 de l'État pour un règlement de compte politique interne, en ne prenant pas en charge la réputation du pays, en ne prenant pas en charge le sérieux qui doit prévaloir dans la gestion des affaires de l'État, nous sommes dans une situation gravissime. Et il se trouve qu'Ahmadou Yahya n'aurait jamais dû redevenir Premier ministre après tous les échecs qu'il a eu après 3 pratiquement mandatures. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'il n'aurait jamais dû être Premier ministre depuis 1995, mais maintenant qu'il est là, il aurait été beaucoup plus pratique de le changer que de lui tirer dans les pattes. Pour ce qui est de sa future carrière politique, présidentielle ou je ne sais pas quoi, je n'y ai jamais cru, je n'y croirais jamais. Ce monsieur est un pur produit des pressions d'une certaine partie des militaires sur le système politique civil pendant 25 ans. Il a perdu cette force de pression. Aucune puissance au monde, y compris la puissance à laquelle vous pensez, ne pourrait faire gober ni aux Algériens ni au reste de la planète un personnage pareil comme un présidentiable potentiel. Il ne représente strictement aucun danger pour aucun clan au pouvoir.
Vous êtes encore plus tendre que Ali Benouari. Mais sinon, Farhat Aït-Ali, plus tendre pour le personnage, j'entends. Farhat Aït-Ali, est-ce que vous croyez que c'est vraiment le président Abdelaziz Bouteflika qui est à l'origine de cette interpellation? Jusqu'à preuve du contraire, il assume. Je n'ai jamais cherché à savoir exactement ce qui pouvait se passer derrière les murs de la présidence. Pour moi, il existe un président officiel, que ce soit lui ou un autre, je ne rentre même pas dans ces considérations. Historiquement, tant qu'il est vivant, il assume. Maintenant, après sa mort, si des gens continuent à travailler en son nom, ils assument. Mais je doute fort quand même que tout un État, que tout un système de pouvoir soit complice dans une mystification qui consiste à prendre en otage une personne et à travailler en son nom. Éventuellement, peut-être, il a des périodes d'absence, je dirais, intellectuelle, où certains pourraient profiter pour faire passer certaines combines, mais de la dire qu'il n'existe pas du tout politiquement, ceci m'étonnerait extrêmement. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est lui. Si ce n'est pas tout le temps lui, mais là, c'est lui. Restez avec nous, Farhat Aït-Ali. Hassan Herj, question que j'ai posée et je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi, si c'est lui, supposons que c'est Bouteflika, moi je n'y crois pas une seule seconde. Moi je crois réellement, il ne maîtrise pas la situation, sinon il s'adresserait au moins aux Algériens. Il nous ferait la preuve qu'il est là, d'une façon ou d'une autre. De la même manière qu'il a fait montre d'alacrité avec François Hollande, il aurait pu le faire avec nous. Mais ceci étant dit, pourquoi Abdelaziz Bouteflika ne l'a-t-il pas recadré d'une façon qui tienne un peu plus compte de sa dignité? Pourquoi l'avoir humilié de cette façon, publiquement? Jamel Din, moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, dans la mesure où, effectivement, on a du mal à croire que Abdelaziz Bouteflika puisse véritablement prendre les décisions, être le dirigeant, comme le stipule son rôle en tant que président. On a vu la campagne du 4e mandat où il était totalement absent. Il n'a pas dit une seule phrase aux Algériens. Il n'a pas dit un seul mot de son programme, de ce qu'il entend faire, de ses projections, ainsi de suite. Des raisons même qui l'ont poussé ou qui l'auraient poussé à faire ce 4e mandat et peut-être même maintenant un 5e. Donc, il y a vraiment un doute là-dessus. Même si, comme le dit si bien Farhat Aït-Ali, peut-être qu'effectivement, il a des moments de lucidité, des moments effectivement où cette lucidité n'est pas présente. Mais là, je dirais, Jamel Din, là n'est pas le problème. Parce que même s'il était là, de mon point de vue, on assisterait à la même cacophonie. À la même cacophonie parce que le pouvoir algérien, qu'on le veuille ou non, est un pouvoir multicéphale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que depuis notamment l'avènement de Chadli, depuis la disparition de Boumediene, qui était dictateur, qui était autocrate, etc., là, il y a une formation des clans. Et aujourd'hui, à la formation des clans militaires, civils, au niveau du FLN, il y a aujourd'hui un autre clan qui est celui des affaires. Donc, ce qu'il est possible d'observer, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, la cacophonie au sommet de l'État, elle existe dans toutes les institutions de l'Algérie. Elles existent dans les mairies, dans les préfectures, dans les wilayas, dans les entreprises, dans les équipes de football, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, on en a parlé ici à plusieurs reprises sans pouvoir forcément le développer, c'est que l'Algérien, qu'il soit au sommet ou qu'il soit en cours de récréation, eh ben, il raisonne par sa partie enfant. Nous avons subi un système séculaire depuis la régence turque
où l'Algérien a été infantilisé. L'Algérien a été empêché de prendre de véritables décisions, a été empêché de s'investir dans les affaires publiques, dans les affaires de l'État. Ça a toujours été de l'Empire ottoman, le colonialisme français, le FLN qui a reproduit les institutions coloniales et qui les a remises en copier-coller au goût du jour, si bien qu'on assiste justement à la domination de la société et à l'émergence d'une oligarchie. Et cette oligarchie fonctionne de façon infantile, comme une cour de récréation. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas parler dans notre pays que du politique. On doit donner la parole aux psychologues algériens parce que je suis convaincu qu'ils en savent beaucoup de choses. Et l'être humain qui fonctionne sur 3 pôles, et je l'ai répété à plusieurs reprises, l'extéropsyché, qui est, pour parler de façon, on va dire, simple, le parent, ce qui en nous est représenté parce que les adultes, quand on était jeunes, nous ont appris par la parole, par leur comportement, etc. Et puis la partie adulte et la partie enfant. Or, la partie adulte n'existe pratiquement plus parce que c'est la rationalité, c'est le calcul, c'est savoir connaître les effets de ses actions, de ses actes, c'est anticiper, c'est avoir le sens des responsabilités, etc. Par contre, cette partie enfant qui est en nous et qui est très forte chez les Algériens, eh ben, c'est le jeu, c'est le caprice, c'est la triche. Oui, et on a l'impression qu'il n'y a que ça ces derniers temps. Absolument. C'est les affects, c'est le champ émotionnel. Et donc, c'est la formation des petits clans, c'est les arrangements, c'est le copinage, ainsi de suite. Je peux multiplier les facettes multiples, justement, de cette partie interne qui nous gouverne et qui est, justement, dans l'esprit de ceux qui nous dirigent. Et en juste 2-3 mots, Jamaldine, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie, nos deux amis qui ont parlé précédemment l'ont mentionné chacun à sa manière. Aujourd'hui, avec la mondialisation, l'Algérie doit s'adapter, doit faire un certain nombre de réformes. L'État ne peut plus tout réguler parce que plus il est omniprésent, plus il est omni-absent. Et après, je vous poserai justement une question intéressante qui va dans ce sens. Ali Benouari, alors, tout à l'heure, Hassan Hirsch a dit, parlant de la santé du président, qu'à la limite, là n'était pas le problème. Farhat Aïd Ali nous dit qu'il a peut-être quelques moments de lucidité pendant lesquels il déciderait, et d'autres moments d'absence pendant lesquels les gens profiteraient pour décider à sa place. Vous ne pensez pas que c'est très grave pour un pays que d'avoir un président qui aurait des moments de lucidité et des moments d'absence et au nom duquel des gens décident, gouvernent? Jamel, vous croyez que de 1999 jusqu'à son AVC, il a gouverné? Moi, personnellement, non. Moi, non. Il a compris comment fonctionnait l'économie, comment fonctionne la société. Qu'ils soient en bonne santé ou en mauvaise santé, ça change très peu de choses. Ce qui compte, c'est le système. Et le système, lui, est un invariant. Maintenant, j'aimerais vous dire, à propos de, précisément, les dernières décisions. Pourquoi avoir choisi Ahmed Yahya pour remplacer Tebboune? Pourquoi l'avoir recadré de cette manière aussi sèche? Ça renvoie aux 11 qualités que je vous ai parlé. Je ne vous sais pas citer les qualités de Yahya, ni pour le critiquer, ni pour l'encenser. C'est pour dire simplement qu'a-t-il, cet individu, qui ait pu attirer l'intérêt de Bouteflika et de son clan, au point de le rappeler à plusieurs reprises malgré des échecs répétés. Eh bien justement, si vous regardez les 11 qualités, vous allez voir qu'il en a que ne possède pas celle-là, ni Belkhaden ni les autres.
c'est un tueur. Aucun scrupule. Ceux-là et les autres ne connaissent pas les hommes et les rouages comme il les connaît. Il n'a pas d'état d'âme. Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer des réformes structurelles inspirées du FMI. Ils n'ont pas le courage, bien entendu, de les assumer. Oui, il y a l'expérience de la gestion post-FMI des années 90. C'est le seul qui peut prendre des décisions impopulaires comme liquider les entreprises publiques, licencier des centaines de milliers de travailleurs. Alors, il ne faut pas faire dans l'angélisme. Si Saïd Bouteflika et l'entourage du président ont choisi Ahmedou Yahya, c'est parce qu'ils pensent qu'il a des qualités que les autres, mettez des guillemets à qualité bien sûr, que les autres ne possèdent pas. Mais naturellement, une fois qu'on met un diable pareil à la tête d'un gouvernement, il faut le recadrer, il faut lui faire sentir qu'il n'est qu'infusible, qu'il est à leur service. Des fois que l'envie et l'ambition lui viendraient de se dessiner ou d'essayer de se profiler un destin présidentiel. Et là, ça revient à ce que je vous disais, ils sont en plein désarroi. Ils ne sont pas dans un état normal. Il y a une crise économique profonde qu'il faut affronter. Il y a un mécontentement, il y a une absence de légitimité des institutions. Le président, il faut le remplacer, mais on ne sait pas par qui. Tout ce désarroi explique, à mon avis, pourquoi on a de nouveau fait appel à Yahya et pourquoi il est nécessaire de le recadrer. Et restez avec nous. Pour montrer qui est le chef et qui dirige. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Ali Benouari. Farhat Aït Ali, est-ce que ces gesticulations, est-ce que cette ces intenses n'importe quoi, du grand n'importe quoi qui est en train de se produire là sous nos yeux, augurent de ce qui va se passer en 2019 et des échéances présidentielles? Pas particulièrement, mais de toute façon, ce genre de gesticulation date de plus de 20 ans. Sérieusement, maintenant, tout le monde s'intéresse aux gesticulations et aux errements du pouvoir parce que, justement, il y a un problème économique majeur, il y a une crise qui pousse la population à s'intéresser aux causes du désastre. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais vu une démarche sérieuse dans les agissements du pouvoir algérien depuis même pratiquement les années 80. Mais ça c'est allé en s'accentuant. Mais la gouvernance par les humeurs date pratiquement de 99. À partir de là, nous avons eu un pouvoir multicéphale où tout le monde essayait pratiquement d'imposer son point de vue. Après, on a eu une tentative de bicéphalisme au pouvoir après le deuxième mandat, après 2004, où c'était quasiment visible qu'une partie de l'établissement militaire contestait à la présidence le pouvoir intégral sur le pays. On a passé pratiquement 8 ans dans une guerre ouverte et des fois larvée qui nous a coûté extrêmement cher économiquement, qui nous a coûté beaucoup en termes de réformes politiques et de réformes économiques, où chacun pensait être à la tête du pays, certains se pensaient être des faiseurs de rois, donc comme des empereurs derrière le mur. Le président voulait réellement être président, mais sans avoir un plan précis, mais un programme politique digne de ce nom. À partir de 2014, avec la crise économique et l'éviction de l'établissement qui gérait la présidence, il y a eu un vide à la tête de l'État. Ce n'est pas un vide négatif, quelque part. Moi, je pensais à cette époque-là que c'était un vide positif. Je me suis dit, après tout, on va avoir une seule tête. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais on saura exactement comment traiter avec cette tête-là. Mais entre-temps, manifestement, il a été coopté d'anciennes nuisances, comme l'actuel Premier ministre, et de nouvelles nuisances, comme les pseudo-hommes d'affaires que nous voyons maintenant, qui ont remplacé au pied levé pratiquement tout ce que l'Algérie connaissait comme homme d'affaires, même à l'état artisanal durant les années 80 et 70. Et on se retrouve avec une débandade intégrale et des gens qui pensent sérieusement qu'ils sont en train de se battre dans un quartier que tout le monde ne connaît et qui réagissent
dans leur querelle interne, comme durant les années 60-70, par les intrigues, les conspirations, les humiliations, les retournements de situation, en oubliant que nous sommes en 2018 et que depuis pratiquement 2002, les gens communiquent au niveau planétaire et que depuis 2009, les gens communiquent en temps réel. Ils ont oublié qu'ils étaient dans une planète de 7 milliards d'habitants. Restez avec nous, Vrata Italie. Nous arrivons à la fin de l'émission. Hassan Herj, je reviens vers vous pour vous poser une question. Nous sommes face à une situation chaotique, vous en conviendrez. Total. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter qu'on se prenne le mur, comme on dit? Oui. Vous avez très peu de temps, hein, oui, 1 minute à 1 minute et demie. Mais relever quand même deux paradoxes avant d'aller directement à votre question. Il y a deux paradoxes. C'est que les dirigeants algériens savent s'enrichir personnellement, mais comme par hasard, ils ne savent pas enrichir le pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'État lui-même est incapable de faire accepter ses propres décisions. Donc, il y a quand même un problème. C'est pour ça que je parlais de schizophrénie tout à l'heure. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce chaos? C'est d'abord, tout simplement, redonner la parole aux Algériens, aux partis politiques, arrêter de laminer les partis politiques. Il faut que l'opposition, comme le fait la chaîne Al-Maghrabia, soit entendue, puisse s'exprimer dans les chaînes publiques, dans les journaux, etc., qu'elle puisse avoir des réunions, des manifestations, le droit de manifester, y compris à Alger. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est justement organiser un débat public. Parce que l'État ne peut pas monopoliser l'économie. Il y a eu un débat sur cette question d'extrême importance que notre ami Ali vient d'évoquer, à savoir qu'effectivement, l'État dirigiste, c'est fini. Il y a la mondialisation. Le modèle soviétique, c'est terminé. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un débat. Quelle est la place des entrepreneurs? Quelle est la place effectivement du privé? Quelle est la place des régions? Parce qu'il faut que les régions, justement, aient leur part de responsabilité dans l'économie algérienne. Et une nécessité de décentraliser la décision est importante. Parce que la schizophrénie continue. Oui. On élit un maire, mais c'est le chef de Daïra qui décide. On élit un président de la POE, mais c'est le Wali qui décide. On élit une Assemblée nationale, mais c'est l'exécutif qui décide. Et nous allons rester là, nous arrivons à la fin de l'émission. Et c'est son frère qui décide. Des décideurs de l'ombre qui décident. Donc cette schizophrénie doit s'arrêter. Très bien. Merci Hassan Herj, merci Vrata Italie, merci Ali Benouari. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair. Slama.